à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo qui, pour succéder à Vital Kamerhe, le président national de l'UNC et président démissionnaire de l'Assemblée nationale. On parle de plus en plus de noms. Ce nom est cité dans plusieurs salons politiques à Kinshasa. Aimé Boji Sankar, ministre au gouvernement actuel, il était à la tête du ministère du Budget, maintenant à la tête de notre portefeuille. Oui, l'homme, son nom est cité de plus en plus. Il y a aussi d'autres qui ont des ambitions. On parle de Prince Michiki. On parle également de Bitakwira, un ancien ministre, actuellement député. Nous allons en parler avec les Aigles. Dans son numéro à l'ONU, vous l'avez suivi, Félix Tshisekedi a exigé le respect et la dignité, ainsi que la reconnaissance des génocides commis au Congo. Autour de la table, 4 aigles. Je commence par ma gauche, John Kankonde. Il est le président national de PNEC et il est un des grands communicateurs de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue pour la première fois, John, à cette cour des aigles. Merci beaucoup. En tant qu'aigle moi-même, quand les aigles se retrouvent, je pense qu'il y a toujours le bruit. Les bons bruits, je voulais dire. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs d'aujourd'hui, sans oublier le chef de l'État qui se trouve dans une mission diplomatique importante et tous les Congolais qui vont nous suivre. Je ne sais pas à quelle heure ils vont nous suivre, mais je profite aussi de l'occasion pour saluer le géniteur de cette grande chaîne. C'est vrai qu'il est endeuillé. Monsieur Bahati Lukobo, le professeur, nos condoléances les plus attristées au nom de mon parti politique, prenez-nous en charge, PNEC en cycle, et à tous les Congolais de bonne qualité qui sont là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Merci John, j'espère que même le partage sera aussi de très bonne qualité. Avec plaisir. Et voilà, il n'y aura pas d'attaque personnelle. Mon complice de tout le temps, Blaise Mukenge, éditeur de magazine le plus réputé, le plus crédible de la toile. Il s'agit de Africa TV, Africa TV Network. J'ai confondu Africa TV. Africa avec oui. K. Bien voilà, sûr. Africa TV Network. Je dis le plus crédible parce que vous racontez des choses qui tiennent la route. Il n'y a pas la recherche des vues et la recherche de ce que YouTube procure. Il y a beaucoup d'objectivité. Mais en votre qualité d'analyste, indépendant, objectif, nous avons, nous Congolais, besoin de vous et souvent autour de cette table pendant que vous êtes avec nous. Merci bien. À ma droite, c'est un homme que j'ai vu il y a longtemps, Normand Santima. Il n'a pas changé de couleur politique. Il est katumbiste, pur et dur. Même depuis le cordon ombilical, il est katumbiste. Il a né les communicateurs parmi tant d'autres dans cette ville et dans ce pays. Normand est avocat, mais il n'engage pas le barreau autour de cette table. C'est parmi les aigles autour de cette table. Bienvenue et surtout heureux de vous retrouver après, si c'est 3 ans ou 4 ans. 3 ans et plus. 3 ans. Oui. Merci beaucoup, très cher Fabien Mbala. À mes co-débatteurs, je vous transmets mes salutations. J'ai transmis également les salutations aux Congolaises et aux Congolais qui nous regardent. Et j'ai transmis également ces messages d'espoir à nos frères de l'Est pour leur dire que nous, les fils
de ces pays, les patriotes de ces pays, nous ne l'avons jamais oublié. C'est vrai que ça fait un moment que je ne suis plus actif dans le média pour faire des émissions. C'est par le simple fait que personnellement, j'avais estimé que les contenus par rapport à la rigueur qui est censée être véhiculée, puisque j'ai comme principe objectif qui est mes interventions, mes émissions doivent avoir un caractère pédagogique. Donc, j'apprendrai de mes co-débatteurs et à mes co-débatteurs, je m'organise toujours à transmettre quelque chose de positif pour pouvoir éclairer l'opinion publique, pour pouvoir éclairer la l'interne. Mais malheureusement, comme tu as évoqué par rapport à mon frère, l'analyste, patron, Monsieur Blaise, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une sorte de communication qui est dépourvue du contenu, du message, c'est du sensationnel. Et cette façon de faire des théâtralisations à la télé, pour moi, étant scientifique de mon état, je commence à m'estimer mal à l'aise. C'est à ce titre parfois que je m'organise à être un peu loin des débats qui ne traduisent pas politique. Vraiment le regard politique. Mais quand j'ai reçu votre invitation, connaissant votre rigueur, je n'ai pas hésité une minute. Je me suis organisé d'être là pour partager avec tous mes co-débatteurs. J'espère que nous allons parler la République. Merci Normand. On parle République, on parle Congo. Je termine avec le professeur Bruno Kaïmoa Maneno. Il n'est plus à présenter. Il est expert en relations internationales, interculturelles. Il est docteur dans ce domaine et professeur au supérieur. Professeur Kaïmoa, merci de nous faire confiance, de nous refaire confiance. Merci Fabien. C'est moi qui vous remercie. Nous allons ouvrir justement ce partage républicain avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les choses sont allées très vite et même beaucoup plus vite. Vital Kamerhe, sportivement, a rendu le tablier et, après avoir démissionné, il est allé procéder à la remise aux prises avec son successeur temporaire, le professeur Jean-Claude Chilumbaï, qui assume l'intérim ou qui joue la transition avant la prochaine élection. Alors, pour ce sujet, à l'Union Sacrée, ce départ de Vital Kamerhe du perchoir ne vous a pas secoué. Vous vous attendiez à ça. Le mot d'ordre serait-il venu de la haute autorité des références de l'Union Sacrée? Merci pour cette question importante. J'aurais bien voulu commencer à expliquer à la population congolaise, parce que c'est une émission très pédagogique. Je ne voudrais pas ici que les gens comprennent que, parce que M. Kamerhe a cherché à se victimiser, comme d'habitude, il a essayé de faire comprendre aux gens que, vu les engrages, s'il ne dirige pas l'Assemblée nationale, les chefs vont nous tomber sur la tête. Alors que, même quand on a posé la question au chef de l'État, je vais revenir, mais il y a quand même des griefs qu'on accuse à M. Kamerhe Le Kaningini. Les députés l'accusent d'abord, d'une mauvaise relation sociale avec beaucoup d'élus, une position floue vis-à-vis de la situation politico-sécuritaire. Tout le monde a vu à ses côtés Mme Munongo, qui a été faire prendre le vin rouge avec les dissidents, on peut dire, les terroristes présumés, comme M. Franck Djongo et les autres de l'autre côté. On a vu M. Moïse Nyarugabo, qui est avec les terroristes de l'autre côté, alors qu'il garde encore son mandat à l'Assemblée nationale. Troisièmement, on l'accuse de manque de sens élevé d'écoute. Et quatrièmement, c'est vouloir se transformer en maître d'école, donneur de leçons lors de débats. Cinquièmement, c'est tendance à vouloir humilier les députés à chaque prise de parole lors des plénières. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'honorable Mabindi Kolobor, et qui s'était offusqué à un certain moment parce que son nom a été vraiment déformé par l'honorable Vital Kamerhe, le président. Et sixièmement, c'était la méconnaissance et l'importance des autres à l'Assemblée nationale. Cette pétition a été engagée. Un offre de soulagement
la procédure est en cours pour pouvoir le remplacer. Il nous revient, selon la dernière information, on est monté sur ce plateau ce vendredi, que 2 membres du bureau Caméré, 3 plutôt, seraient déjà sauvés, notamment la questeur, donc le rapporteur Jacques Njoli, la questeur Chimène Poli et Chimène Lunda, et on parle aussi de la questeur adjointe. Si ma mémoire n'est pas rebelle ou si mon oreille était vraiment attentive, pourquoi sauver les 3 des 5? Munongo Inamizi avait déjà démissionné. Un ouf de soulagement au sein de l'Union sacrée. Non, là nous faisons des spéculations. Parce que comment on appelle, selon ce qu'on entend, le traître a finalement quitté l'institution. Non, ça ce sont des spéculations. Nous ne réfléchissons pas de cette manière-là. Les informations à notre possession, c'est-à-dire qu'il y a encore des signatures qui sont en train d'être collectées pour que les autres doivent subir peut-être le même sort. Je ne peux pas confirmer ici parce que... Les autres, c'est qui? Les autres, vous avez parlé des questeurs de Jean-Claude Tshilombaye. Non, mais il y a déjà des pétitions contre eux. À Tshilombaye aussi, sur la sellette. Je dis qu'ils sont sur la sellette. Attendons voir. Caméré a profité de son temps pour démissionner. Comme Mme Munongo, s'il n'avait pas démissionné, la procédure allait continuer. Vous devez savoir ici qu'il a démissionné devant le président de différents groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Mais la procédure... les commissions parlementaires. Les commissions, excuse-moi. Oui. Mais la procédure continue. Alors quand vous dites que, voilà, est-ce que c'est un ouf de soulagement pour les députés initiateurs de cette pétition qui leur reprochent de beaucoup de choses? Parce que vous devez savoir que vous avez vu à la sortie où M. Caméré a demandé pardon aux honorables députés, il les a proposé de majorer leur solde de 15 000 $ à 20 000 $. Et puis, on se pose la question pourquoi tout ce temps, il n'a pas pu le faire. C'est parmi les griefs qu'on les reproche. Troisièmement, M. Caméré a demandé qu'il devait construire les hôpitaux pour que les députés, les honorables députés puissent aller se faire soigner. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi il l'a fait après? Ça, c'est le grief pour lequel les députés ont dû récolter des signatures. Et moi, je me dis, je suis l'homme le plus heureux du monde parce que c'est la démocratie qui est en train de parler. À la question de savoir si l'autorité morale de l'Union sacrée, qui est le chef de l'État, il s'est exprimé là-dessus, aux 80e session des Nations Unies. Je profite déjà de les saluer l'équipe qui était là-bas, saluer tous les Congolais, parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de renaître de ses cendres. Là où on parle du Congo, nous sommes là. Le chef de l'État dit ceci, il reste toujours partenaire pour lui. Il ne voit pas comment il ne peut pas s'agir d'une cuisine interne. Les députés doivent faire leur boulot. Lui ne peut pas empêcher. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est là où il a dit, mais il ne pouvait pas se mêler dans quoi que ce soit. Donc pour ce faire, il n'a pu qu'observer comme chaque Congolais. S'il y avait des amalgames, il pouvait intervenir. Mais jusque-là, nous disons que M. Caméré Lokanyingini va encore faire parler de lui et très longtemps. Ah, ça c'est au niveau de l'Union sacrée. Il va faire parler de lui et très longtemps, en bien ou en mal. Ça, je ne sais pas. Ah, voilà. C'est un personnage sulfuré, c'est un homme politique, mais wait and see, comme on dit. Voilà. Normand Santima, dites-nous, comment avez-vous accueilli la nouvelle de la démission de Vital Caméré au niveau de Ensemble pour la République? Et puis, est-ce que c'est un animal politique qui viendrait grossir les rangs de l'opposition politique congolaise et surtout donner un souffle nouveau au combat de Moïse Katumbi Tchapoué? Vous savez, avant de répondre à cette question, aujourd'hui nous sommes le 26 septembre 2025. Au moment où nous sommes en train de parler, les limites de notre pays, une partie importante de notre pays est sous occupation. La logique, pour nous, Ensemble pour la République,
on aurait bien voulu que le débat relatif comment rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, comment faire de sorte que nos frères et sœurs qui sont en train de vivre des situations chaotiques, continues, qui semblent aujourd'hui se considérer comme étant les délaissés de la République, être pris en charge par les personnes dont, qu'on le veuille ou pas, par rapport à leur fonction, ils sont dotés d'un mandat de peuple qui traduit l'émanation de la population congolaise, du peuple congolais. Et donc, si aujourd'hui, par rapport à mon frère ici, mon co-débatteur, qui est le président du parti Prenons-nous en charge, hein? Adressez-vous aux journalistes. C'est le parti Prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge de l'Union sacrée. Oui. En évoquant les multiples raisons qui ont fait que les députés nationaux puissent prendre l'option de demander à M. Kamer et à autres députés de sa composition de pouvoir démissionner ou de quitter. Malheureusement pour moi, je n'ai pas attendu les questions qui touchent au quotidien des Congolais. J'ai plutôt attendu des déclarations de position purement égoïstes. Et je pose la question de savoir si la sacralité de cette Assemblée nationale est et reste toujours l'émanation de la pensée des populations congolaises ou des peuples congolais. Nous tous ici présents, je voudrais les dire et mettre tout le monde en confiance. Ce qui se fait, ce qui est en train de se faire à l'Assemblée nationale, cela n'engage pas le peuple congolais. Cela est purement la volonté des groupes de personnes égoïstes qui ne pensent qu'à leur situation, qui veulent monter de 15 000 à 20 000, qui veulent avoir encore de véhicules palissades de nouveau, qui veulent encore voir leurs conditions de vie être améliorées au détriment pendant que nous avons le sujet important qui nous dérange. Nous avons l'Est de la République aujourd'hui qui est mitigé. Nous avons l'Est de la République aujourd'hui dont l'autorité de l'État n'existe plus. Eh bien, le député qui devait avoir cette même rigueur, cette même vivacité, de pouvoir poser des vrais débats sociétals pour voir comment nous pourrons entamer, comment on pourrait avoir des stratégies pour que l'autorité de l'État soit établie. Et voilà les députés qui s'est organisé, M. Fabien, avec beaucoup de regrets, a entamé une démarche antipatriotique. Posons-nous la question d'aujourd'hui. Bukavu, Goma, occupés. Et les députés nationaux, la préoccupation majeure, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous me permettrez, je vais m'exprimer en lingala. Banamboka boko talanga iboy baye teke baye baye dans l'Assemblée nationale. Oye kotumisa bango et isu subi noté et iba pochi na bango. Et à nous de nous prendre en charge pour défendre notre pays. Et voilà. Professeur Kaïmoa, vous avez suivi qu'ensemble estime que c'est un non-événement. L'Assemblée nationale ne s'occupe pas des problèmes des Congolais et surtout ceux qui sont dans les territoires sous occupation rwandaise et leurs affidés. Alors, comment personnellement vous avez accueilli ce départ de Vital Kamerhe et du Perchoir et éventuellement les noms qui sont cités, si Bouchir et plutôt Michiki et Bitakuira, ce sont des noms de gens qui sont habitués avec l'opinion, mais Boji parle de moins en moins. Il est plus au gouvernement et on sait que le poste revient au Grand Kivu. Et à votre humble avis, le choix, si réellement c'est celui du président Tshisekedi, est-il un choix judicieux? Est-ce que ce n'est pas opposé Aimé Boji, qui a des relations très profondes avec Vital Kamerhe, des relations familiales. Il faut se limiter à ce niveau pour dire l'essentiel. J'ai utilisé des formules beaucoup plus amadouées. Oui, merci Fabien pour m'avoir associé à ce débat. Sincèrement, c'est un débat qui a lieu dans un moment aussi important de nos sociétés parce que, vous savez,
la peur de la balkanisation de ce pays que nous avons toujours eu, n'eût été les changements positifs, les changements qui a lieu aux États-Unis, le fait que Trump soit là, peut-être que la situation allait s'accélérer. Permettez-moi de rappeler les faits. Lorsque la République démocratique du Congo accède à son indépendance, il y avait un plan pour balkaniser le pays. Le secrétaire général adjoint, celui qui venait après Dagar Makdjord, il avait appelé ça les défis congolais. Donc lui ne voyait même pas que le Congo allait tenir pendant 2 ans sans être divisé. Il y a un secrétaire général qui était mort pour avoir accepté que ce pays maintiennent ses frontières actuelles. Donc, c'est juste à partir de l'indépendance que le plan de diviser ces pays avait vu jour. Je vais quitter les années 60 pour venir très rapidement vers les années 80 et je vais me focaliser sur le Grand Kivu. Donc, je vois le Nord Kivu, le Sud Kivu et les Maniema. Je vais rappeler un fait important. Pourquoi c'est le Kivu dans la politique de Mobutu qui était la première province qui était découpée? Les gens oublient ces faits. Le Kivu était découpé pour une raison. Il y a les Rwandais qui étaient, donc la plupart des Rwandais qui avaient des problèmes au Rwanda, ils avaient l'habitude de venir occuper la partie Est, donc le Nord et le Sud Kivu. Et il y avait une politique pour imposer au président Mobutu d'accepter ces réfugiés rwandais qui venaient, parce que le plan américain était déjà en marche. On était en train de préparer un coup contre la République démocratique du Congo. Mais il y a quelque chose qui était arrivé. À cette époque-là, à l'époque du père, il y avait Kitima bin Ramazani qui était très proche de Mobutu. Il y avait Kisanga Kabongelo. Ces deux ressortissants du Maniema s'étaient rendus compte que quand les Rwandais venaient à l'est, au nord et au sud Kivu, parce qu'il y avait cette grande province, les gens du sud Kivu et du nord Kivu avaient l'habitude de prendre ces Rwandais et de les renvoyer au Maniema. Avec le découpage, ils s'étaient rendus compte que c'était une opportunité pour couper court à ces problèmes. Donc, où les Rwandais étaient renvoyés plus dans les districts du Maniema, et les problèmes étaient au nord et les problèmes étaient au sud. Quand Mouzé était venu dans la logique pour les Américains d'accomplir ces plans, il y avait eu des assassinats, des tueries au nord et au sud Kivu. Et la province du Maniema a eu la charge de prendre, dans les dernières années, de jouer le rôle de l'oncle de Joseph Kabila. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là, mais il est important de comprendre de quoi il est question. Quand Mouziro était assassiné à Bukavu, moi j'étais étudiant, je venais de commencer mes études à l'université catholique de Bukavu. J'habitais l'aumônerie catholique de Bukavu. J'avais même rendez-vous parce qu'il y avait un professeur de l'université catholique de Bukavu qui était assassiné. Mouziro devrait venir nous visiter. Mouziro devrait déjà être béatifié. Mais l'Église catholique, dans les enjeux qui se passent au niveau international, a dit retarder le projet de béatification de Mouziro, mais on est parti prendre Tchoui. Nous sommes en train de dormir. Dans d'autres pays, on proteste, on conteste même les béatifications. Pourquoi on est allé prendre les messieurs du Nord Kivu et on a laissé les dossiers de Mouziro? Combien d'évêques de Bukavu ont été assassinés? Ça, c'est pour faire pression à la population de Bukavu de ne pas continuer à protester. Il y a Mouziro qui a été assassiné, Kataliko qui a été assassiné, et il y a Maroy, je crois moi, qui a été encore assassiné. Combien de grands leaders du Nord Kivu ont été assassinés? Donc on a fait pression sur le Nord et le Sud Kivu, et si vous voyez les politiciens, la plupart des politiciens du Nord aujourd'hui, le Sud Kivu, à mon avis, semble être une province qui est en train de décrocher. La province est peut-être en train de passer entre les mains de la domination rwandaise. Il n'y a plus de résistants. Il y a des gens qui jouent à la modération. Mais il n'y a plus de gens qui sont sur le front, à part les Bitakwira. À ce niveau-là, je vais y arriver. Je crois, à mon avis, que Bitakwira semble prendre un peu de la hauteur par rapport. Il prend la stature d'un résistant. Dans les Nord Kivu, nous avons le groupe de l'autre qui était le gouverneur Paluku Kaongia.
il semble résister avec la population du Sud Kivu. Et là, je vais arriver sur la question de la candidature. C'est vrai que le poste de l'Assemblée nationale appartient au Grand Kivu. Et à mon avis, il faut le donner stratégiquement, donner ce poste, mais à une personne qui comprend les enjeux, pas à n'importe qui. Kamere comprenait les enjeux, mais le problème de Kamere, c'est qu'il y a des moments où il joue pour ses propres intérêts. Il peut sacrifier à la fois l'intérêt de la région ou l'intérêt du pays. Et Meboji, il est proche de Kamere. Mais c'est une personne qui a grandi à l'étranger. Il ne maîtrise pas trop les enjeux. J'ai même peur, il ne fait même pas partie parmi les gens qui sont modérés. Lui, il fait partie, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, je ne le vois pas prendre la hauteur des enjeux qu'il y a à l'Est. Donc, si on me demandait, moi, de donner mon point de vue, ces postes, soit on devrait lui donner à Paluku Kaongia, soit on devrait lui donner à Bitakoura, parce qu'ils ont de la hauteur, ils comprennent les enjeux, et ils sont en mesure de dire non aux Rwandais. Parce que, Fabien, que vous le vouliez ou pas, quand on est président de l'Assemblée nationale, il y a des contacts qui se prennent avec le Rwanda. Est-ce que Aimé Boji sera à la hauteur? C'est ça la peur que moi j'ai. Parce que la plupart des autorités du Sud Kivu ont été neutralisées. Et d'autres, je vois même le professeur Bahati, il prend une position de la modération. C'est pas une personne qui a trop peur, mais c'est pas une personne qui est aussi sur la première ligne. Pourtant, on a besoin dans les grands Kivu d'avoir des gens qui sont à la hauteur des enjeux. Et il faut mettre à la tête de l'Assemblée nationale une personne à la hauteur des enjeux. Déjà au Sénat, on a une personne qui ne parle pas trop. Mais il ne faut pas qu'on nous mette des Boji qui ne parlent pas aussi trop au niveau de l'Assemblée nationale. Ça sera neutralisé un peu. Quand il était au Sénat, président de cette chambre, mais c'est un homme, au-delà de sa sagesse, qui a toujours pris position ouvertement contre l'agresseur. Et vous connaissez, c'est parmi les plus grandes victimes de cette barbarie rwandaise, avec le pillage les pillages de ce qu'il a investi sur place par sa sueur, la cimenterie de Katana et également la ferme, la ferme qui s'occupe de la transformation, des transformations des tomates à Kisheke. Alors, les Rwandais ne font que piller et leur supplétif, piller les histoires de Bahati et détruire ces hôtels, ainsi de suite, tous ces investissements, mais ils ne s'attaquent pas aux infrastructures ou bien aux autres biens ou aux biens d'autres acteurs politiques. Ça, c'est quand même curieux. Vous dites qu'il est modéré, mais pourquoi on pille ces histoires? Oui, si j'ai dit qu'il est modéré, c'est parce que, sincèrement, il comprend bien les enjeux. Il comprend bien les enjeux. Et à un certain moment, les gens comprennent que c'est la seule personne qui, à un certain moment, il faut abattre. Et lui, il joue à la prudence par rapport à cette question-là. Et donc, s'il était resté à l'Assemblée nationale, mais lui, il est au Sénat. Avant le choix du Sénat, oui. Est-ce que il ne serait pas la personne indiquée? Il serait le candidat idéal, mais il est au Sénat. C'est ça. Moi, je suis en train d'analyser par rapport aux enjeux. Lui, il est au Sénat, il ne peut plus... Bon, à moins qu'on décide de le faire quitter le Sénat pour l'amener ici, parce que lui, il comprend les enjeux. Mais si on le fait quitter le Sénat pour aller à l'Assemblée nationale, eh ben, il va se poser un problème. Lequel? C'est l'espace Grand Kivu. L'espace Grand Kivu va récupérer l'Assemblée nationale. Oui, l'espace Grand Katanga va rester au Sénat. Oui, il y aura équilibre. Voilà, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est possible? Ça peut se faire. On dit aussi que Aimé Boji, un de ses frères, serait vraiment un atout important et c'est la famille M23. Et c'est la famille d'Aimé Boji qui a fait propulser la famille Kamere. N'oublions pas ça. Moi, est-ce qu'il va faire la différence par rapport à Kamere? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Ce sont des questions en rapport avec le pays, la nation.
Et donc, quelque part là, changer les choses en allant vers cette direction-là, je ne vois pas qu'on a changé. Blaise Mukingi, vous avez suivi justement la prise de position de Penec et de Ensemble et cette analyse qui reste équilibrée de la situation par le professeur Kayimoa. Quelle est votre façon de voir les choses? Bon, ma façon de voir les choses d'abord sur le remplacement de Vital Kamerhe, je pense que le temps n'était qu'opportun que cela puisse avoir lieu parce qu'on ne peut pas être dans une même classe, une même famille politique et être tout le temps en contradiction, hein, ou donner l'impression au public qu'il y a une sorte de pomme de discorde. C'est-à-dire que le président de la République et Vital Kamerhe, qui est le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du pays, ne sont pas dans la même odeur de sainteté. Ça, c'était pas très bien pour les ennemis du pays, qui pouvaient profiter de ces fissures-là, n'est-ce pas, pour trouver où entrer. Je pense qu'il était grand temps d'harmoniser les choses. Et d'ailleurs, le chef de l'État, il a un mot qu'il a répété au niveau de New York, mot d'ordre. Vous savez que lorsqu'il y a eu la réunion inter-institutionnelle, un mot d'ordre fut donné. Alors, ces mots d'ordre-là, je pense que Vital Kamerhe, dans la difficulté d'appliquer ces mots d'ordre-là, je pense qu'il a sauté par lui-même. Bon, il y a deux mots-clés, deux phrases clés que je voudrais ici revenir sur ce que le chef de l'État a dit au niveau de New York. Il a dit cuisine interne. Ça, il dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Des deux, il a dit quoi? Il a dit je ne suis pas dedans sur la démarche qui est purement parlementaire. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous voyez, il a lavé les mains qui ressortent. Mais bon, est-ce que c'est pas un langage politique quand on sait que après les primaires, ils étaient au nombre de 3, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso. Eh bien, à l'issue de ces primaires, Vital Kamerhe a été reçu par le président de la République, son allié. Avant même l'élection du bureau, il l'a salué. Et les médias officiels a laissé, comment on peut dire, le live, nous le disons souvent dans les jargons, lorsqu'on fait le montage d'un reportage, ils ont laissé le live sciemment. Et le président saluant Vital Kamerhe de manière chaleureuse, il a dit « Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ». Là, les députés n'avaient pas encore élu. Autrement, Félix Tshisekedi avait imposé son allié à la tête de... Bon, vous allez me dire violation de la Constitution, la proximité qui a entre Vital il avait... Mais ça pouvait paraître quoi? Comment on dit? Une petite blague, une sorte d'humour. Oui. Mais il a dit... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, avant le vote, est-ce que un homme qui a, et vous voyez le mot d'ordre a été suivi, ou on peut dire cet humour a été suivi de plus près, parce que c'est l'autorité, la haute autorité des référents de l'Union sacrée. Est-ce que Félix Tshisekedi ne s'est pas débarrassé d'un allié encombrant qui cherche à faire chavirer le navire? Il a fait intelligemment en prenant les distances. Quand on dit je n'ai rien à voir avec ça, vous comprenez? C'est une procédure interne au Parlement. C'est qu'il n'y a pas lieu que Vital Kamerhe puisse prouver pour se garder une dent contre Tshisekedi parce que ça ne vient pas de lui. Je pense qu'il a répondu à la question de Christian Sakwenou. Si je ne me trompe pas, clairement. Il a dit je n'ai rien à voir avec ça. Vous voyez? C'est une procédure purement interne au Parlement. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est la proximité légendaire, je veux dire, entre Tshisekedi et Kamerhe. Ils sont venus ensemble de Nairobi, n'est-ce pas? Ils ont créé Cash Cap pour le changement. Ils s'étaient promis l'un et l'autre. Hein? Moi, j'ai toujours dit qu'ils ont placé la charrue avant les bœufs. Quand je suis président, toi, tu seras Premier ministre sans connaître d'abord la majorité parlementaire. Il fallait que la majorité parlementaire soit là pour que se décide finalement quel poste prendre. Vous savez quelle confusion il y avait quand le président Félix Tshisekedi a prêté serment? On ne savait pas où placer Kamerhe. Finalement, il s'est retrouvé dans le cabinet, vous savez ce qu'il y a eu. Bon, comme c'était un membre important avec son poids parlementaire, il a pesé dans la balance, il est devenu ministre de l'économie. Vous voyez? Alors, cette proximité-là avait toujours lieu.
avait toujours sa raison, c'est pas moi d'être, était toujours considéré par les chefs de l'État. C'est ainsi que les mots d'ordre de voter pour Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale furent respectés. Ça sont des jeux de coulisses politiques, parce que l'UDPS étant la première force politique du pays, bien sûr, avec sa mosaïque, hein, au niveau du Parlement, ce sont eux qui ont porté Kamerhe. Kamerhe a des membres, je pense, moins de 50 députés à l'Assemblée nationale. C'est l'UDPS et sa mosaïque, et l'UNC sa mosaïque, qui a fait que Vital Kamerhe soit à ce poste-là. Maintenant, le débarras, pour moi, je dirais que c'est un bon débarras pour Félix Tshisekedi. Parce que les gens ont crié, hein, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les sauver, il n'y a pas moyen d'intervenir. On a pris l'exemple du cas Moutamba, où on a vu Moutamba aller dans toutes les procédures possibles sans aucune intervention de Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas intervenu dans le cas Moutamba. Ce qui fait aussi pour Kamerhe, il ne pouvait pas intervenir. Il veut seulement laisser la procédure aller jusqu'au bout. Moi, je me rappelle, je pense, lors de la dernière émission, on avait conseillé à Vital Kamerhe de prendre la hauteur de démissionner. Mais on a tenté une manœuvre de dernière minute pour rester sur le poste. Vous vous rappelez, il y a des photos qu'on a vues ici qui ont circulé où le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, est allé voir Augustin Kabouya, notamment à la veille, n'est-ce pas, de la démission de Kamerhe. C'est que Kamerhe tenait encore à rester à ce poste-là. Vous voyez? C'est pourquoi il a dû mener cette démarche-là. Il y a eu l'histoire là de signatures irrégulières, de signatures de députés qui n'existent pas. Tout ça pour faire quoi? Pour invalider la démarche, pour rester. Mais tout cela n'a pas marché. Alors l'homme a tiré toutes les conséquences. Il a démissionné. C'est dans ce sens-là, moi je pense que Kamerhe est parti. Pour Félix Tshisekedi, c'était un bon débarras sans casse, sans remords, sans dents de l'UNC. Aimé Boji a une assise dans le Grand Kivu. Est-ce que c'est l'homme de la situation compte tenu des relations qu'il a avec Vital Kamerhe et compte tenu de ce qu'il était avec Vital Kamerhe, et voilà, est-ce que ce n'est pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Bon, je vais dire, c'est pas moi directement ce que vous souhaitez de dire. Vous parlez de la relation entre Aimé Boji et Kamerhe, et on dit que Kamerhe serait beau-frère de Boji, n'est-ce pas? Mais la Boji, déclaration n'étant plus là, Kamerhe marie une autre femme. On veut peut-être exploiter la frustration familiale. C'est de ça que vous voulez parler. Les Noko sont nés de cette union. Je ne sais pas. Les Noko sont nés de cette union. Et il n'y a pas totalement coupure ou rupture. Il y a encore les enfants qui sont non, là. Mais les enfants sont là. Ils appellent papa, ils appellent tonton ou oncle Muyombe. Hein? C'est Muyomba ou bien Muyombe? Muyomba. Ah voilà. Sans pour autant entrer dans leur configuration familiale, moi j'irai avec l'analyse du prof. Le prof vous a dit que les deux qui sont un peu appropriés, il faudrait penser à Julien Paluku et Justin Bitakwira, parce que les deux là étant, en maîtrisant le dossier, hein, ils peuvent créer de l'équilibre connaissant la hauteur des enjeux du Kivu. Mais Bitakwira, voilà. Vous pensez que Bitakwira et Paluku peuvent être des pions importants durant ce mandat, le reste du mandat de Félix Tshisekedi, et par rapport aux enjeux actuels? Merci Fabien. John. Je crois que notre ami de l'ensemble a essayé de nous faire peur ici, avec ces larmes de crocodile, mais je vais revenir. Vous comprenez que quand on dit que Bahati Lukobo, le professeur, il est, je peux dire, d'après ce que le professeur a dit ici, qu'il est modéré. La question qu'on se pose, j'en ai parlé sur d'autres médias, les vidéos sont devenues virales là, sur le net. Je me suis posé la question. Comment expliquer que l'usine de ces grands messieurs, qui est M. Bahati Lukobo, est en train d'être pillée au vu et au sud de tout le monde? Deuxièmement, cette usine de transformation des tomates, M. Bahati Lukobo a investi au pays avant d'être politicien. C'est-à-dire qu'il veut le bien-être de sa population.
La question que je me pose, le Kobo ne paye pas sa loyauté envers le chef de l'État. Suivez mon regard. Comment expliquer l'autre là? Il a aussi les biens dans le même contrée. On n'a jamais touché à ces biens. Comment les hôtels de Kobo, on va piller, prendre même des carreaux? Est-ce qu'on amène tous ces usines au Rwanda directement? Les usines, je parle bien de cette usine-là, qui a été dépiécée, amenée directement au Rwanda. Alors que les biens de l'autre là, dont on est en train de parler, l'autre là, ses biens sont protégés. Alors on se pose la question. Monsieur Batul Kobo est en train de payer sa loyauté envers le chef de l'État. Comment je le sais? Monsieur Blaise, quelqu'un annonce la prise de l'aéroport de Kavumu. Quelque temps après, comme s'il était devenu le porte-parole du gouvernement. Quelque temps après, c'est l'aéroport de Kavumu à Bukavu qui est tombé. Il ne va pas me contredire, monsieur le professeur. Oui. Quelques jours avant, on nous annonce 318 morts à Moba. La même personne qui nous annonce 318 morts à Moba, on le voit circuler normalement et qu'il a été même contredit par le général, porte-parole du gouverneur, de l'armée. Troisième moment, la même personne nous annonce la chute de Bukavu et de Goma. Si je suis en contradiction, le professeur va me contredire. Mais qui y ont occupé Goma ou bien Bukavu? Nous voyons les membres de l'ensemble à côté de ces gens-là. Alors on se pose la question, on se moque de qui? Donc vous faites partie d'un groupe terroriste qui tue, qui crée la désolation. Et on vient ici nous dire non, voilà, ça sont des larmes de crocodile. Alors que le géniteur de l'ensemble, il a des députés à l'Assemblée nationale. Quel est leur boulot? Le travail des députés, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont fait une motion pour dire on continue à tuer? Voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que ces gens, ces députés de l'ensemble, je me rappelle ici, le sénateur, comment il s'appelle, Salomon Kalonda, il dit, est-ce qu'il a fait une motion pour dire on continue à tuer là-bas? Ou bien ils sont avec ceux qui tuent? Parce que si je me rappelle ici la déclaration de monsieur l'ancien Mayele, le général Mayele, il a dit, si les voleurs continuent à voler ou bien continuent à créer la désolation, c'est-à-dire que dans la désolation, il y a aussi les policiers qui sont là-bas. Voilà. Je posais la question, permettez, les autres ont pris beaucoup de temps, vous les avez relancés, permettez, ce que je dis c'est important. Mais quand on demande les palissades, qui demande les palissades? C'est-à-dire que si le député demande les palissades, il y a aussi le député de l'ensemble pour la République qui demande aussi ça. Qui est devenu politicien ici, bon voilà, la sécurité, les gens tuent là-bas, les gens font ça. Alors qu'aujourd'hui, le FARDC est en puissance. Est en train de monter en puissance parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan diplomatique, parce que j'ai vu d'autres autorités morales, de d'autres partis politiques, on ne cite pas les noms, dans les coulisses aux États-Unis d'Amérique, aller demander que non, Trump ne peut pas faire ça. Heureusement, ils ont été chassés. Revenons aux choses sérieuses. Vous parlez de M. Bitakwira, de M. Boji et des autres, mais n'oublions pas que M. Biden n'a pas encore dit son dernier mot. Biden, nous parlons ici de M. Mbosso. Parce que quand nous parlons de choses, elles sont de réfléchir. Est-ce que Mbosso peut retourner à la place? Et c'est le mécanisme qui peut permettre que M. Mbosso puisse rentrer à cette place-là. Vous l'appelez Biden. Biden est malade. Il est sous le poids de l'âge aux États-Unis. Nous parlons de Bitakwira. Vous parlez de nous Biden. Parlons de quoi? On a parlé de quoi? Bitakwira, on a parlé de Julien Paluku et des autres. Mais écoutez, les contextes Prince actuels. Michiki, voilà. Il y a aussi à boire et à manger dans ces personnages-là. Je ne vais pas les attaquer ici. C'est légitime. Hein? Je dis que c'est légitime. Si quelqu'un veut accéder à un poste important, on le laisse finir. Il peut postuler. Voyons voir comment ça va se passer. Ça, c'est le jeu démocratique que le chef de l'État a demandé. Laissez la démocratie fonctionner normalement. Alors, là où le bas blesse, j'appréciais votre introduction. Vous nous avez ramené l'histoire de M. Mobutu quand il a commencé à faire le découpage hein, oui. de l'autre côté. C'est vraiment très pédagogique. Mais ici, d'autres temps, d'autres mœurs.
est-ce que quand Mobutu était là, on pouvait parler de M. Kamere Lwakanyingini Kingi? Est-ce que aujourd'hui, si nous regardons les partis politiques de M. Kamere, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là-bas? Parce que la majorité, les autres têtes qu'on a vues, ils sont partis. Voilà. M. Kamere est resté l'ombre de lui-même avec son parti politique, avec sa femme, avec son secrétaire général. Sinon, on aurait vu les manifestations comme dans les temps de Moutamba, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on a vu? Donc vous reconnaissez que Moutamba, c'est un potentiel challenger. Là, ça vient de vous. Non. Mais c'est un Congolais, nous sommes en démocratie. Je dis que vous reconnaissez, c'est un potentiel non, challenger. Je n'ai pas dit ça. Je dis que je suis politicien, je suis politique. L'objectif politique, c'est de faire quoi? C'est d'avoir le pouvoir, le conserver pour longtemps. Si Félix Tshisekedi se conserve le pouvoir pour longtemps, c'est légitime. Si le docteur Kankonde sera étranger, comme l'a eu, comme l'a fait mon jeune frère Rex Kazadi et les autres, c'est légitime. Voilà. Ok. Merci beaucoup, John Kankonde. Normalement, on termine ce premier sujet. Vous avez voulu que ça soit vraiment qu'on parle Congo. Justement. Voilà. Est-ce qu'on va parler on va procéder. On dit qu'il y a eu, comment on appelle ça? On a fait sortir les médias. Une séance à huis clos. Après, une première partie couverte par la presse à l'Assemblée nationale. On apprend aussi que 3 personnes du bureau Kamere seraient sauvées. Alors, finalement, vous, au niveau de Ensemble, Madame Yinamizi fait partie de votre formation politique. Vous allez proposer une autre personne où vous vous trouvez hors jeu. Ça ne vous intéresse pas. Écoutez, Ensemble pour la République comme étant un parti politique républicain, quand il s'agit de parler de la République, nous avons toujours l'option de pouvoir y être présent, puisque à tout moment qu'on parlera de la République sans nous, ça nous inquiète. À tout moment qu'il s'agirait de parler de la République, si notre présence aura pour option d'apporter un appui positif, nous sommes là. Et si vous savez que Madame Yinamizi et Dominique Mounongo, princesse de Bayeke, s'est retrouvée au sein de ce bureau, si elle avait la logique des règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, où l'opposition, proprement dite, est appelée à pouvoir occuper un poste afin d'être l'œil de l'opposition dans les institutions, dans un bureau définitif de l'Assemblée nationale et ou du Sénat. Malheureusement, ce qui n'a pas été le cas avec l'honorable sénateur Salomon Idi Kalonda, que je transmets mes salutations. Et donc, Ensemble pour la République, à ces moments, par le biais de notre secrétaire général Dédouné Bolingue Tengue, tu verras toutes les conséquences, il donnera sa position. Mais s'il faudrait évoquer les débats qui aujourd'hui nous sommes en train de discuter, comme je l'ai dit tantôt, qu'on est en train de s'organiser par M. de Penec, un parti politique qui transmet une pensée positive pour le bien-être des Congolais par rapport au débat actuel, mais qui, avec beaucoup de facilité, nous parle de Res Kazadi comme s'il s'agissait d'un saint. Pour son information, il faut lui rappeler que Res Kazadi s'est identifié comme étant membre de l'AFC M23. Il faut lui rappeler ça, que prochainement, quand il s'agit d'évoquer des personnes comme étant de saints, Res Kazadi n'est pas un saint. Ensemble pour la République, comme étant une formation politique, a de membres. S'il s'avère qu'un membre, en dehors de la vision du parti politique, entame une démarche dont le parti ne le soutient pas, comme également aussi il y a eu de membres de l'Union sacrée, qui ont été des candidats députés de l'Union sacrée avec le fusil de chef de l'État, qui aujourd'hui se retrouvent avec Nanga et les autres. C'est là, nous devons maintenant dire qu'il s'agit de l'émanation de l'Union sacrée. Vous comprendrez que, au-delà d'appartenir dans une famille politique, l'homme reste avant tout un homme indépendant. Mais cette indépendance, pour nous, Ensemble pour la République, doit tourner autour de bien-être sociétal. Donc, par rapport à ce qu'il est en train de vouloir chercher, qu'il s'agissait de larmes de crocodile, non. Il s'agit par contre d'une préoccupation qui nous anime, qui nous guette dans le plus profond de nous, de voir qu'aujourd'hui, pendant que vous êtes en train de nous évoquer des questions relatives, de prendre en considération tous les problèmes de la République démocratique du Congo,
Le vrai débat ne devait pas être autour de la personne des Camérés. On nous parle tantôt des accords de ci, des accords de cela. Non, vieux Biden. J'ai entendu citer le nom de professeur Batulu Kwebo, mon aîné Bitakure que j'apprécie beaucoup, monsieur le ministre Julien Paloukou. C'est pas ça le vrai débat, c'est pas le débat des Camérés. Le débat c'est comment rétablir l'autorité de l'État. Le débat c'est comment garantir la sécurité des Congolais. C'est ça le débat qui devait animer l'Union sacrée. Et voilà, les députés de l'Union sacrée nous ont montré une fois de plus que la préoccupation majeure, c'est pouvoir garnir leur santé financière. Ce n'est pas de s'inquiéter sur le bien-être des Congolais. S'il s'agissait de mettre des Congolais, de la même motivation qu'ils ont entamé pour demander le départ de M. Kamere, ils auraient dû l'entamer pour pouvoir exiger du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, des questions, de répondre sur des éléments importants, afin de permettre à ce que la question de notre territoire, la question de notre réplique à l'est de la République, s'efface avec beaucoup de véhémence. Que nos voyants Ouazalendo, qui au jour d'aujourd'hui semblaient parfois être trahis par rapport à la politique de l'Union sacrée, puisque en constatant avec ce genre de débats, permettez-moi de dire, les débats qui antipatriotiques, qui ne traduisent pas l'appartenance de notre pays par rapport aux enjeux de l'ère, non, c'est pour la République, nous l'avions constaté. Et nous le disons simplement que la préoccupation majeure des députés de l'Union sacrée, ce n'est pas de pouvoir répondre aux lettres des Congolais. Pour chuter, vous me permettez. Ensemble pour la République n'a pas donné de motion pour pouvoir évoquer sur des questions. Mais qui bloque les motions? Le président parlementaire et le président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, je cite l'honorable Christian Mondo. On a donné des motions à plusieurs reprises. C'est la politique de l'Union sacrée puisqu'ils sont majoritaires. Ils ne veulent pas le débat démocratique. Ils ne veulent pas de vrais débats. Les débats qui les préoccupent davantage, c'est les débats d'augmentation des salaires des députés. Voilà lui-même, il l'a évoqué ici. Et dans ses répliques, en aucun cas, il m'a donné des éléments de contradiction. Donc, il reste à réaffirmer que la préoccupation majeure par rapport à cette motion, c'est avant tout, premièrement, garnir le salaire des députés. C'est avant tout créer un mécanisme qui va leur permettre de rester au pouvoir en détriment de valeurs républicaines. Je vous en reviendrai pour chuter, pour finir, pour ne pas monopoliser la parole. Ce n'est pas mon intention. Après que M. Kamere ait démissionné, nous avons vu un groupe de députés qui ont brandi la pensée selon laquelle de pouvoir changer la constitution. Vous comprendrez que dans cette manœuvre-là de l'Union sacrée, il n'y a pas le Congo au-dedans. Ce qui préoccupe l'Union sacrée, c'est de pouvoir s'éterniser dans le pouvoir au détriment de bien-être des Congolais, au détriment des vrais problèmes des Congolais. J'ai dit. Voilà. Merci Armand. Pour M. Kaïbois, on va faire d'une pierre deux coups. Justement, si vous avez un complément d'argument en termes, par rapport au premier sujet, vous allez le faire. Mais on se rend à New York. Félix Tshisekedi exige le respect, la dignité et la reconnaissance des génocides. Cette fois-ci, l'homme est vraiment incisif. A-t-il découvert réellement l'hypocrisie de la communauté internationale? Quand vous vous souvenez que Trump avait dit il a mis fin à la guerre de plus de 30 ans. Mais sur le terrain, la guerre continue. Et deuxièmement, il pointe un doigt accusateur à l'ONU. Il dit c'est l'ONU qui est l'attente, la lenteur, l'inaction de l'ONU. Nous l'avons suivi. Professeur Kaïmois. Oui, merci Fabien. Permettez-moi de revenir juste pendant quelques minutes dans la première question pour insister sur le fait de dire le président de l'Assemblée, ce n'est pas n'importe qui. Donc c'est pourquoi moi, cet enjeu, la nouvelle personne qui doit venir occuper la présidence, ça doit être une personne qui doit apporter une contribution de taille par rapport surtout aux enjeux de l'Est. Et donc, connaissant les contextes politiques de notre pays, on a dit que ce poste appartient au Grand Kivu. J'aurais souhaité vraiment que les gens y pensent à fond pour émettre cette responsabilité à une personne qui maîtrise bien les enjeux. À un certain moment, je ne sais pas juger le président de la République. Parce qu'il y a certaines décisions, quand il prend, il sait pourquoi il a pris. Donc, il a dit, si lui, il estime, si par exemple Meboji reçoit l'aval du président de la République,
je dirais qu'il y a quelque chose d'important qui est connu. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau par rapport à cette question. Mais l'enjeu qu'on est en train de faire là me rappelle les études que j'avais fait un master de mobilité où nous, on était partis en Italie pour étudier la mafia italienne. On est venu à Bilbao pour étudier le terrorisme basque. Et chaque fois qu'on négociait sur le terrorisme basque, on appelait l'institution, la structure qui a créé le monstre terroriste basque. Bon, je ne vais pas rentrer dans le fond de cette question. Le message est même très bien passé. Donc, ce sont les grands qui fabriquent les terroristes et les banditismes. Donc, c'est pratiquement, c'est comme on dit, Israël aurait créé le Hamas pour... mais franchement, le monde est pourri. Bon, si cela est vrai, voilà. Oui, allons à New York. Donc, à un certain moment, donc pour je ne veux pas... Boji doit être un choix stratégique. Si sur base des données fiables, intéressantes, moi, je n'ai pas toutes les données sur Boji, ça je dois l'avouer. Mais si sur base des données extrêmement importantes, on décide de les porter à la tête, et alors, il doit aussi prendre de la hauteur. Donc, la peur aussi que moi j'ai au niveau du Parlement et de l'Assemblée générale et du Sénat, c'est que Aimé Boji a à peu près le même comportement que Sama Lukonde. Pourtant, il est important que nous ayons au niveau des représentants du peuple une personne capable de faire pression au gouvernement. Donc, si les deux sont là... à l'Assemblée, plutôt au Sénat, à l'Assemblée nationale, il ne faut pas un prêtre... qui doit dire la messe. Il faut quelqu'un des traits coriaces. Oui, des traits coriaces. Mais lorsque vous regardez le Sénat post-Kabila, quand Mamombe est parti, mais ce qu'on demande à Boji de faire, on peut le laisser au gouvernement et carrément demander à Bahati de redescendre à l'Assemblée nationale pour si prendre, cela est exemple, possible, je crois que ça serait, pour prendre le perchoir. Ça serait quelque chose d'intéressant. Allons à New York, ce qui s'est passé à New York. Les gens condamnent Trump pour dire il a dit qu'il a fini la guerre à l'Est. Finir la guerre, c'est quoi? C'est dire, par exemple, au Rwanda, il a dit au Rwanda au moins, il dit vous devez mettre fin à ça. Trump, c'est un des présidents qui est ultra occupé. Il a donné l'ordre, il revient aux Congolais d'accélérer le processus, de profiter de ce processus. D'ailleurs, moi, je continue à dire... Nous sommes déjà à la seconde thématique, et c'est donc, on amorce la chute. Oui, voilà. Je vais dire sincèrement que on ne doit pas espérer ou attendre du président américain de faire tout le travail par rapport au processus. C'est le seul président qui a affaibli le régime rwandais. C'est le seul président qui n'a pas réussi Kagame comme un prince. Est-ce que vous savez, Fabien, qu'il est arrivé au temps de Bill Clinton que Kagame prenne l'ascendant sur le président français? Ça, c'est arrivé avec les démocrates. Mais avec Trump, ce n'est pas passé. Il y a eu un moment où la France était en train de négocier quelque chose en Afrique. C'est Kagame qui devrait amener cet agenda au niveau du président américain. Ce n'est pas pour rien que nous avons Mushikiwabo à la tête de l'OIF. Mais avec Trump, ça ne passe pas. Kagame n'est pas l'enfant chéri de Trump. Et donc, notre diplomatie est en train de faire un très bon travail. Le président nous a ramenés là où on nous a ramenés. Et il y a un autre enjeu de taille. On doit avoir un président normalement de l'Assemblée à la hauteur des enjeux. Il y a les génocides. C'est à nous de savoir vendre ces génocides-là. Mais ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que ce sont les Américains qui ont appuyé les Rwandais pour que les Rwandais nous tuent. Nous ne devons jamais croire et espérer que les Américains, même avec Trump, vont soutenir le processus, la procédure de reconnaissance de notre génocide. Parce que l'argent, le matériel pour tuer le peuple congolais à l'Est était venu des États-Unis d'Amérique, était venu de la France, était venu de la Belgique. À nous de savoir activer les moyens à la fois communicationnels, diplomatiques et des droits de l'homme pour imposer les génocides au niveau international. Avant que le monde ne reconnaisse ces génocides, mais regardez le cadre dans lequel nous célébrons. En fait, nous essayons de nous souvenir de ceux qui sont tombés. C'est Tembena Tembe, le terrain, après l'immeuble
dit de la territoriale. Et puis, avant d'arriver à la police, vous voyez l'endroit trop exigu, étroit. Est-ce qu'on peut aller réclamer la reconnaissance du génocide quand nous-mêmes, à l'interne, on n'a pas déjà une structure, un cadre qui reçoit les restes des corps de ces gens-là, même symboliquement, et ainsi de suite? On n'en fait pas un grand événement. Ça devient l'affaire seulement de Félix Tshisekedi et une élite, une certaine élite, et nous, par moment, les gens de la presse. Alors... Et ce qu'il ne faut jamais faire, vous êtes dans le média, Fabien, c'est d'oser laisser le gouvernement congolais aller demander de l'aide internationale pour construire le mémorial de notre génocide. Ça, il y a des gens qui ne comprennent pas certains enjeux qui peuvent arriver jusqu'à ce niveau-là où la coopération internationale, qu'elle nous vienne de France, de Belgique, c'est pas moi, des États-Unis ou de n'importe quel pays, qu'elle construise le mémorial pour nous. Voilà. Il revient à nous de savoir nous prendre en charge. Voilà. Merci pour ce qu'il y a eu moi. Blaise, tu sais qu'il exige le respect. Il exige la dignité et la reconnaissance du génocide. Bon, mais quand vous regardez les discours à l'ONU, il est vrai que notre représentation diplomatique, mission diplomatique auprès de l'ONU, a organisé un événement gigantesque et les grands médias américains ont posé des questions au président Tshisekedi, Fox News, CNN et New York Times, NBC également. Mais quand vous regardez les discours à Manhattan, après les discours, tout le monde rentre chez lui. Mais lui exige le respect, la dignité, la reconnaissance. Macron vient, il réitère, Bandal c'est Paris. Bon, mais avant, il a parlé de ce rendez-vous à Paris, un sommet humanitaire ou une conférence humanitaire. Cette distraction encore qui vient de la France, un appui détail de Kagame. Est-ce que ça vaut encore la peine? Oui, ça vaut la peine. Je commence par la dernière question. Vous dites que Macron est un appui de taille de Kagame. Bon, dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'état d'âme, pas d'amour. Ce sont les intérêts qui comptent. Actuellement, là, quand on parle là, les Rwandais est en train de mourir au Mozambique pour les Français, pour Total. Vous comprenez? C'est pourquoi en retour, les oligarques français poussent Macron à soutenir Kagame. Il doit les ménager coûte que coûte. C'est la relation qu'il y a là-bas. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de préférence. C'est une question d'intérêt, point barre. Les Français, leur intérêt est protégé par les Rwandais. C'est quoi cette relation-là? Il y a la dynamique internationale qui fait que la phrase qui m'intéresse, c'est quand Trump a dit « Nous allons investir en RDC, nous aurons des droits miniers, nous allons avoir une coopération normale et nous travaillons sur les corridors de l'Obito pour avoir moins de dépendance, n'est-ce pas, du corridor de Dar es Salaam qui est utilisé par la Chine. » Alors, cela me dit quoi maintenant? Les États-Unis ayant préféré cette fois-ci équilibrer, n'est-ce pas, là où ils vont avoir les matières premières ou les avoirs de la Chine, moi ça m'a confiance que quelque part les Congolais vont se retrouver. Parce que beaucoup de Congolais, le scepticisme commence quand on nous dit par exemple dans le cas dans le cas du mécanisme d'intégration économique, que les Rwandais aussi vont profiter de quelque chose si le Congo décolle. Il y a des Congolais qui sont mécontents de ça, pensant que parce que les Rwandais ont commis des crimes chez nous, si jamais il y a un chemin de fer qui passe par les Rwandais, on ne va pas travailler, on va se fâcher. Non. Dans le monde d'affaires, les choses ne marchent pas comme ça. Pour moi, aussi longtemps que l'investissement américain va porter une transformation, va porter le développement en RDC, tant mieux, c'est le mieux à faire. Vous vous rappelez de l'époque de la CPGL, CPGL de France, CPGL, Communauté économique des États des Grands Lacs. Voilà, Mobutu, des Burundi, États du pays des Grands Lacs. À l'époque, c'était la coopération qui était déjà. Nous sommes des pays voisins, nous sommes obligés à coopérer, quel que soit les temps dans lesquels nous sommes en train de courir. Par ce temps-ci, la formule que Tshisekedi a trouvée, c'est celle-là. Parce que ça me remet un peu à l'époque de la sécession katangaise, de Moïse Tshombe. Ces époques sont similaires. Imaginez le Congo à l'indépendance, veut décoller. La Belgique en tête Tshombe. Tshombe fait sécession. Il a régné pendant 3 ans. Qu'est-ce que le Congo a fait pour récupérer le Katanga? Ils ont fiché des Américains.
les Américains ont mis fin à cette sécession-là. C'est pas si vous le savez. C'est les Américains qui ont dit plus jamais. Alors, c'est parce que le même mécanisme que Tshisekedi est en train d'utiliser aujourd'hui pour chercher à restaurer l'intégrité territoriale. Je suis beaucoup de débats dans beaucoup de plateformes panafricaines où des non-congolais perçoivent même correctement la question congolaise. Ils comprennent les enjeux mieux que nous autres Congolais. Nous sommes un peu dans les détails qui ne sont pas intéressants. Tshisekedi ici à New York, en disant cela, je suis très sûr qu'il interpelle le monde et met le monde devant la responsabilité. Regarde quelle position nous avons eue aujourd'hui dans le Conseil des Nations. Nous sommes vice-présidents de l'Assemblée générale qui est là-bas. Nous allons siéger. A présidé jeudi la plénière ou les débats. C'est elle-même qui a invité les chefs d'État, dont l'Ukrainien, à prendre la parole à la tribune. Voilà. L'Ukrainien, des rois, tout ça. Oui. C'est là important dans le terme de soft power. Et le roi d'Espagne. Alors, il y a aussi les rôles que nous allons assumer comme non-membres permanents du Conseil de sécurité. Avec une présidence tournante d'1 mois, 30 jours justement, voilà. 1 mois comme président du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est que nous serons consultés c'est que nous dans les décisions. Nous fûmes pendant la crise du Golfe, lorsque on prenait les décisions contre Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït. Oui. Nous étions également à la présidence tournante d'un mois. Pour enchérir votre exemple, c'est là où on a eu ce qu'on appelle le don du Koweït. Toutes ces ambulances que vous voyez, les Land Cruiser, là, c'est parce qu'on a eu... Et l'avenue du 24 novembre a été construite à partir de Rond-Point Moulard jusqu'à l'UPN, grâce au fonds koweïtien. C'était suite à ce rôle qu'on avait joué. Voilà, comme maintenant on sera permanent au Conseil de sécurité, c'est très important. 2026, c'est 25-26. 2026, non, 2026, 2027. Non, 2026, 2027. Voilà. On est membre non permanent du Conseil de sécurité. Nous serons là quand même. Ce qui fait que vous savez que la France est notre porte-plume. C'est-à-dire que c'est la France qui rédige les résolutions pour nous. Je ne sais pas si vous savez ça. La France est porte-plume de beaucoup de pays, porte-voix pour l'Europe. C'est si nous voulons, nous, n'est-ce pas, professeur, nous voulons suggérer une résolution, oui. Ça passe par la France, n'est-ce pas? Oui. C'est la France qui doit rédiger et soumettre. Maintenant, on met ça au vote, n'est-ce pas? Oui. C'est ça que cela veut dire. Maintenant, du fait que nous serons là, dans ces conseils, ces sillages-là, ça va nous aider aussi à faire suivre nos questions. Nos questions ne seront pas traitées en précipitation. Nous serons informés de ce qui est sur le point d'arriver concernant la RDC. C'est une très bonne position qui affaiblit le Rwanda diplomatiquement. Donc l'isolement diplomatique du Rwanda va aider la RDC à rebondir. Voilà. Alors les marches que Tshisekedi amène à New York sont pesantes en tout cas. Voilà, et c'est donc maintenant, on amorce l'atterrissage. Docteur Kankondé, vous avez la parole. Tshisekedi exige le respect, la dignité, la reconnaissance du génocide, mais vous savez, il y a toujours un fossé entre les discours et la praxis, et surtout en diplomatie. Nous ne sommes pas partisans de la culture de la cueillette, mais il faudra accompagner l'action du président avec des actions, des stratégies. Vrai ou faux? Oui. Très bien. Je crois, j'avais promis de ne pas revenir là-dessus. Comment capitaliser ce moment? Très bien. Oui. Très bien. Je reviens d'abord, juste une parenthèse, pour renouveler mon soutien à M. Bahati Lukwebo, qui doit redescendre à l'Assemblée nationale, où il aura la chance de briguer prêcher ses âmes, ses postes importants du deuxième responsable ou bien personnalité politique de ce pays. Je pense qu'il a tous les atouts, vu sa loyauté vis-à-vis du chef de l'État, vu la position qu'il occupe dans l'Union sacrée, vu son passé politique. Je pense qu'il mérite d'être président de l'Assemblée nationale. Et nous soutiendrons cette candidature. Bon, j'ai entendu des choses ici par rapport à la restauration de l'autorité de l'État. J'aurais bien voulu entrer dans ces débats. Nous sommes à New York. J'y reviens, mais voilà, parce que vous voulez qu'on y passe. Parce qu'il y a des choses que nous racontons, alors que quand quelqu'un vient participer à cette émission,
il rentre chez lui, il attrape les embouteillages comme dans les grands capitaux du monde. Il rentre chez lui, il n'est pas dérangé. Donc on nous parle de manque de l'autorité de l'État. Et qui doit établir l'autorité de l'État dans un pays démocratique? Je ferme la parenthèse. Le chef de l'État fait la rhétorique guerrière qui regagne du terrain et l'on assiste impuissant au retour du vieux démon. L'agression armée, guerre de prédation, des ressources et des conquêtes d'espaces vitaux. Le chef de l'État fait encore une déclaration pour dire « Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice. Aidez-nous à bâtir un pays durable. » Cela veut dire que le génocide, ça n'a rien à voir avec le génocide au modèle rwandais. C'est le génocide génocauste. C'est-à-dire, vous reconnaissez les génocides, mais les personnes qui ont commis le génocide doivent être poursuivies. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors, troisièmement, le chef de l'État demande aux Nations Unies d'instaurer un régime de sanctions ciblées, mais aussi contre les crimes économiques, crimes de génocide commis dans l'Est du pays. Par contre, le silence et l'inaction des internationaux à ce crime appartient à la complicité des Nations Unies. Vous croyez-vous que ceux qui ont donné des armes à Kagame et des moyens pour agresser le Congo vont réellement le faire sanctionner ou le sanctionner? C'est là où je vais dire. Vous avez vu Kagame mettre sa queue entre les jambes. Il ne s'était pas déplacé pour aller aux États-Unis. Et il ne dort pas. C'est parce qu'il a senti que Tshisekedi serait là. Il a senti que Wagner Kaikwamba va pouvoir. Mais pour les gens qui combattent ces messieurs, ils n'ont jamais compris. Tshisekedi, dans son premier mandat, président de la République, vice-président de l'Union africaine. L'année qui suit, il est président de l'Union africaine. Ça a apporté quoi au pays? Par après, attendez. Ça a apporté quoi au pays? C'est une question tendancieuse. Contre la guerre qui nous est imposée. C'est une question tendancieuse. Quand on a vu les pieuvres qui étaient dans les cercles même du pouvoir, la majorité en profite. Aujourd'hui, ils réclament même les passeports. Alors qu'on les a fait venir dans ces pays, un homme libre. C'est ce qui m'étonne. Pourquoi ne pas reconnaître l'homme à son parti? Il est devenu président de la CAC. Il est devenu vice-président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous verrez qu'il s'est dit partout. Non, c'est vice-président de l'Assemblée générale, la 80e. Effectivement. Voilà, c'est un poste stratégique parce qu'avant, on pouvait nous associer à un autre pays pour faire passer, entendre notre voix. Aujourd'hui, quand vous parlez de Thérèse Kaikwamba, Wagner, assise, introduisant le président Zelensky. C'est le Congo qui gagne. Ce n'est pas les Congolais de mauvaise qualité. Et là, ça nous permet que la diplomatie, au niveau où nous l'avons amenée, ça puisse produire de fruits. Ça puisse dire à tous ces gens-là, mais quand vous voyez M. Kagame ne se déplace pas pour venir, ça vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il a avancé comme raison? Parce qu'il avait peur. Il s'est dit, mais avec ce monsieur, je ne sais pas où est-ce qu'il est prendre. La personne qu'on a parlé. Son porte-parole. Mais écoutez, ça c'est une question tendancieuse, je suis politique, oui. Et ce que je vous dis, je sais vous l'expliquer. Le monsieur n'a pas pu bouger. On a parlé de ce monsieur incompétent. Ouais. On a parlé de ce monsieur fils à papa, qui n'a pas l'expérience politique. Aujourd'hui, le Congo est sécurisé. Et je vous dis que ce qui est en train d'être fait de l'autre côté de la République, vous savez, le Congo fait partie de ces conseils diplomatiques mondiaux. Avant que... Il faut que cela aide de retomber sur la sécurité du pays. Je suis en train de parler. Notre ouverture au monde, c'est très important. Il est très important de gagner d'abord sur le plan diplomatique avant de commencer la guerre. Merci. Aujourd'hui, on ne pouvait pas s'imaginer, je vais chuter en douceur, on ne pouvait pas s'imaginer, pour nous qui avons beaucoup voyagé, que la Russie pouvait prendre 2 ans pour attaquer l'Ukraine, arriver jusque-là. Personne ne pouvait comprendre. On a vu comment les Américains ont échoué en Irak. La grande puissance mondiale. C'est mieux de commencer la guerre. Mais
faire la guerre avec qui? Où nous voyons les autres faire des aéroports comme clandestins pour pouvoir faire entrer des matériels. Ça, c'est la sécurité de l'État. Quand les gens vous disent que l'autorité de l'État, mais voilà, on a acheté, les autres ont fui. Merci. Normand, nous allons y revenir. C'est votre dernière prise de parole. Est-ce qu'il y a moyen de faire profiter à notre pays, par rapport aux enjeux de l'heure, cette visibilité diplomatique du Congo? Monsieur Lumbala, vous avez une contribution? Vraiment, j'ai une contribution. J'aimerais apaiser mes co-débatteurs. Nous parlons Congo. Mais ce qui nous différencie très souvent, ce n'est pas la conclusion de ce que nous voudrons. Puisque nous tous, nous souhaitons vivre dans un état démocratique, nous souhaitons vivre dans un état de paix, sécurisé. Mais le grand problème, c'est la méthodologie. Comment y arriver? Entendre parler, monsieur le président d'IPANEC, comme tout communicateur de l'Union sacrée. Analyste politique. Le paricochet du chef de l'État. C'est différent de communicateur simple. Oui, voilà. on y va. C'est toujours les simples éléments. La tendance extériste, l'absence du sérieux, l'attitude quémandaire, et l'absence de la réalité sociétale. Quand j'évoque les tendances extrémistes, monsieur n'est pas ici au pays, il ne sait pas que nous tous ici, là, nous ne sommes pas sécurisés. Même ici à Kinshasa. Pas plus tard qu'hier à Bandalou, on avait encore tué. On avait c'est qui? S'il vous plaît, il est en train de... Ceux qui ont tué, ce sont des personnes qui n'ont pas la volonté de vivre en paix. Puisque l'État a pour option de sécuriser tout citoyen congolais. Quand un petit cambiste qui se retrouve menacé, volé, puis on tire sur lui, c'est un Congolais qui a perdu la vie. Et c'est l'État dont vous êtes appelé de pouvoir animer ces institutions puisque vous êtes la majorité. Quand je vois que l'absence de sérieux, très souvent l'Union sacrée a tendance à évoquer des débats. Mais en conclusion, à l'interne, nous ne voyons pas. Vous avez évoqué un sujet de principe, une question principale. Nous parlons aujourd'hui, moi je suis parmi les fervents défenseurs de la question relative de la génocide économique de notre pays. À la question. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce que nous en faisons dans notre pays. Comment nous le vendons ici? Est-ce qu'il y a de vrais débats qui se font dans les écoles pour pouvoir expliquer à nos enfants? Ça devait être le travail du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Éducation à la citoyenneté, le ministre de l'Éducation primaire et secondaire. Mais le sujet pareil, essentiel... Curieusement, Madame Malou annonce ses réformes à elle. Ça, c'est notre débat. Elle dit que... sujet. S'il vous plaît, mais parce qu'il en parle. Non, mais... Le génocide, demander la reconnaissance à l'international, c'est très bien. Bravo, bravo. Le chef de l'État est au front diplomatique pour ce grand... C'est un événement qui ne s'est jamais produit dans le monde avec autant de morts. Mais à l'interne, qu'est-ce qui est fait? C'est vide. Il y a un vide. L'école, qu'est-ce que l'école enseigne? C'est toujours Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Diego Cao. Et puis, oui, il est portugais. Hein? Ouais, c'est un portugais. Voilà. On nous a menti. Il a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais à l'interne, Madame Malou Raïssa nous parle de celui qui va désormais donner cours à l'école primaire. Il doit avoir au-delà d'un diplôme d'État. Mais quelqu'un qui est formé, diplômé en pédagogie générale, ça suffit. Ça suffit pour qu'il forme les enfants. Le contenu de ces enseignements, le contenu est le même, avec autant de bêtises. Alors, vous dites, c'est ça les réformes? Non, mais Monsieur Lumbala, merci de me relancer, merci de me compléter. Non, mais vous avez tellement tout dit que je vais simplement m'y atteler pour ne pas encore développer ces sujets. C'est l'absence de sérieux. Avant de pouvoir faire comprendre aux gens que nous voudrons sécuriser notre maison, nous devons avoir l'attitude de personnes qui défendent notre territoire. Mais malheureusement, le vrai sujet que nous apportons à l'international, à l'interne, nous ne l'apportons pas. Pour chuter, parce que j'évoquais des éléments, je parlais de l'absence tendance extériste, l'attitude du manque du sérieux, l'attitude commandaire. Nous sommes en train de chercher à demander. Mais
l'argent que nous sommes en train d'aller financer les équipes, pourquoi ne pas les mettre afin que les pareils sujets essentiels, existentiels, identitaires de notre nation. Cette question n'est pas la question de M. le Président Félix Tshisekedi. C'est la question des Congolais. Nous devons en parler de génération en génération. Je vous rappelle, M. le Président de la République, il m'a dit que c'est de son État, c'est incliné devant le mémorial rwandais. Ça avait dérangé. Mais la question que je pose aujourd'hui, si un M. X vient au pays, il sera resté où pour pouvoir parler de nos morts? Je préfère pas en parler beaucoup. Ce sujet, je mériterai, sous votre permission, de demander à ce que nous puissions l'approfondir, puisque c'est un sujet qui n'a pas de questions politiques, c'est un sujet identitaire de notre nation. J'ai dit. Professeur Kayima, votre conclusion. Oui, je voulais dire par rapport, par exemple, à la question de Genoko, ce n'est pas seulement une question qui concerne les institutions d'éducation. Les partis politiques, toutes tendances confondues, opposition, majorité, devraient, sans qu'il y ait un mot d'ordre, le président des partis politiques le plus conscient, peu importe leur couleur politique, devrait s'approprier cette question. Ce n'est pas question de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une question de la nation congolaise. Et donc, chaque parti politique prétend avoir une cellule de formation ou cellule de communication. Dans ces cellules-là, on devrait déjà avoir les contenus. Mais la plupart de nos partis politiques ont leur allégeance au Rwanda. Je ne vais pas rentrer dans ces débats. La plupart des partis politiques de l'opposition, malheureusement, les leaders de l'opposition, ils ne peuvent pas condamner quelque chose qui se font, et les choses qui se font dans ces pays, parce qu'ils sont plus allégeants envers les Rwandais qu'envers le président de la République. Merci. Et donc, au niveau de l'opposition, le scandale qu'il y a, c'est bien celui-là. Et donc, à un certain moment, il ne faut pas seulement condamner... Ibrahim et Soros. Georges Soros. Oui, nous savons qui ont été les du Rwanda. C'est pas votre temps. Et donc, je voulais dire, au niveau de l'éducation, oui, l'éducation va faire, le système éducatif va faire son travail, mais la politique et les différentes institutions, donc les politiciens doivent aussi intégrer cet aspect. Vous, les journalistes, vous devez aussi vous approprier ces combats-là. Vous, les enseignants, il faut qu'on commence par l'école maternelle. Les institutrices parlent ou enseignent ça aux enfants. Ils montent à l'école primaire. Les enseignants à l'école primaire, monsieur et madame, parlent à leurs élèves, enseignent ça. Et puis, jusqu'à l'université, il y a l'éducation à la citoyenneté qui intègre ces aspects. Le cours à quelle pondération? Peu importe la pondération, ce n'est pas question de la pondération, Fabien. Moi, j'enseigne les services publics à l'INBTP, j'intègre ces notions-là. Le problème, c'est que les politiciens doivent s'en approprier. Ils doivent en faire leur problème. Nous avons des politiciens qui ne sont pas conscients, qui ne cherchent que de l'argent, qui sont derrière les grandes puissances, qui sont financées par les grandes puissances. Ça, c'est dangereux. Dangereux. Oui. On parle des réformes, mais c'est lui qui va apprendre l'histoire de son pays. Le ventre est vide depuis qu'il a quitté la maison de ses parents. Les vraies réformes intègrent aussi l'apprenant. L'enseignant et l'apprenant. L'enseignant a faim. Ce qu'il touche ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois. Et l'élève lui-même, il se débrouille pendant la récréation pour chercher des biscuits, un peu les pop-corn et un sachet d'eau. Il n'y a plus de cantine. Il n'y a plus de cantine dans les écoles pour prendre du lait, manger les madessous. Parce qu'on a une race de gens qui sont très riches devant un peuple très pauvre qui doit chanter les louanges pour vivre. J'allais dire professeur Blaise, mais... Blaise, votre conclusion. Moi, j'ai déjà conclu. Ma conclusion en ce qui concerne les génocostes, c'est un point que je voudrais aussi inciter, comme les compatriotes l'ont dit. Il faudrait une bonne prise en charge d'abord du système éducatif, surtout la cristallisation de cet événement-là. On a des cahiers, des journaux, tout ça. Le gouvernement doit importer avec mention
Génocost. Pas importé, Faire imprimé fabriquer. ici. Imprimé, je voulais Voilà. dire, imprimé, comme ça entre dans notre quotidien. Faire des journaux, faire même des jeux sur les génocosts. Les partis politiques aussi, donc c'est quelque chose que nous devons nous-mêmes. Et l'hymne national y inclure les génocostes. Non, l'hymne, on ne peut pas changer l'hymne. On peut refaire l'hymne national. ok. On peut aussi. Dieu est absent dans cet hymne national. Dieu est absent. La place sur la grande roue là, hein, Oui. à la Gombe là, la grande roue là, c'est quoi? La place du soldat ou quelque chose comme ça. Mais mettre les génocosts là-bas. Non, c'est clair. on a déjà la fameuse gare place centrale. des évolués. C'est la place des évolués. C'est devenu C'est la très- place du du génocoste. Voilà, Ça, c'est très bravo. public, c'est très public. Il faudrait faire ça, cristalliser ça, que nos enfants fassent des visites guidées de l'école à tout moment. Chaque Par école, exemple, les enfants le vont stade là, il devient le stade du génocoste ou des victimes du génocoste. Génocoste. Quand les joueurs jouent là-bas contre d'autres nations, dans leur tête, dans leur mental, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs sont morts massacrés. Ici, nous les défendons, par exemple. C'est comme le stade des martyrs. Les stades des martyrs. Il y a des Non, martyrs là, Ça, Mobutu c'est- les avait tués là-bas. C'est pourquoi vous voyez, il y a des problèmes. Ok, Malgré ouais. vos comités de recherche, on est toujours malmenés dans ce stade-là. Hein? Mon point final est qu'il faudrait qu'on prenne les choses au sérieux, qu'il y ait une très bonne prise en charge du système éducatif. Regardez l'exemple que le gouvernement a fait ici dans quelques semaines. 4 ministres ont mis des mesures en place, un comité économique de crise et les dollars sont en train de chuter. C'est quand on est sérieux, on se met au sérieux, on peut bien travailler. On peut faire des bonnes choses. Les dollars sont en train de chuter, vous savez? Oui. C'est parce que les gens ont mis Une des mesures. appréciation légère, mais qui doit avoir des retombées sur les prix C'est là des biens c'est progressif. et services. C'est progressif, c'est progressif. Ouais. Si ça perdure, finalement, les fruits finiront par tomber. Et voilà. Je parle le dernier. Vous aviez commencé, on avait commencé avec Ah, mais il vous. fallait me dire. Alors, il y a aussi cette affaire, ces gens qui se débrouillent. Il y a une police là au niveau de, si c'est Mbata, au niveau de Royal, vous prenez les motos. Le président n'a pas dit de prendre les motos de jeunes gens. Et obliger le port des casques pour les clients et pour les conducteurs. Vous prenez les motos, vous les entassez, même au niveau de Camp Lufungula. C'est là qu'on met les motos de jeunes gens. Pour acheter une moto, c'est 1350 ou bien 1250 $. Vous prenez et vous revendez. Quand vous les arrêtez, vous prenez 200 000 francs. Ils payent 200 000 francs. Et ces 200 000 francs, vous mettez en poche. Ça n'entre même pas dans les caisses de l'État. Pas de quittance. Hein? Ce qu'on appelle Pas de facture. les frais... De remorquage. Non, non, on appelle ça... Fourrière. Non, non, non domanial. Hein? Domanial, non? Donc, Administratif. l'amende transactionnelle. Frais administratifs. Mettez l'argent dans les caisses. Et puis après, vous aurez des malédictions quand vous prenez les motos de ces enfants, vous les vendez. Il y en a qui sont en train de nourrir leur famille avec ça, même leurs parents au village. Est-ce que c'est ce Vous, que vous Israël allez quand on faire- demandait? Vous allez causer des malédictions à ce pays. Est-ce que et c'est à ce ce que, régime. général est-ce que n'est c'est pour rien ce dans que ça. le général quand on a demandé? Non, il n'est pour Si rien ce dans n'est ça. pas lui qui a demandé, ses services doivent l'informer qu'on est en train de prendre les motos de paisibles citoyens. Pourquoi ne pas leur dire Et vous faites écoutez, payer 200 000, désormais telle place. 200 Mais 000 francs. ça part dans quelle, Voilà. Dans quelle caisse? Dans quelle caisse? Quand vous avez des malédictions, après vous commencez à pleurer. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est parce que vous êtes à la base de ce qui arrive. Il ne faut pas attirer la colère de Dieu sur cette nation ou contre ce régime. Faites du bien au peuple. S'il y a des problèmes, prodiguez des conseils. L'aspect pédagogique.